de dire à quel point, Philippe, on est content que tu sois venu nous voir. Je ne sais pas si d'autres personnes arriveront. Oui, syndicaliste, pour vous servir, monseigneur. C'est un vrai plaisir, ça le sera dans d'autres circonstances, de toute façon. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler de quelque chose qui correspond à un aspect des anarchistes qui les distingue radicalement des marxistes. C'est que nous, on a beau être partisans d'une révolution sociale, d'une révolution économique, on n'a pas de croyance en des lendemains qui chantent, en des jours meilleurs, au soir du grand soir. Non, si on est révolutionnaire dans nos aspirations, on n'attend pas le grand soir pour essayer de faire avancer le schmilblick. Et ce dont tu vas nous parler est un moyen de faire avancer le schmilblick. Et je te disais avant qu'on commence qu'il y a dans Les Furtifs d'Alain Damasio, un auteur de science-fiction qui est à lire, que je vous recommande à tous autant que vous êtes dans la salle. Dans Les Furtifs, donc, il y a un personnage qui dit, ça se passe dans une ZAD, une espèce de ZAD post-futuriste, et il y a un personnage qui dit, il n'y a pas de lendemain qui chante, il n'y a que des aujourd'hui qui bruissent. Les aujourd'hui qui bruissent, ça veut dire, c'est l'activité qu'on fait au jour le jour qui contribue à faire changer les choses. Et j'espère ne pas me tromper en disant que ça risque bien d'être de ça que tu vas nous parler aujourd'hui, mon grand. Ah bon? Alors, bah oui, moi je peux commencer. Bon, je m'appelle Philippe, j'habite à Nice, j'ai toujours vécu. Alors, on a des fantasmes, hein. Saint-Denis, ça brûle tous les soirs, ça brûle la nuit, ça se bastonne et tout. Il se trouve que moi je suis arrivé, j'avais 8 ans, et j'ai jamais eu envie de partir de Saint-Denis. Donc il doit y avoir d'autres choses qui se passent, hein. Quand on entend parler du 93 et plus particulièrement de Saint-Denis, c'est l'horreur, c'est vraiment l'horreur. Bon, ben, je vois des choses difficiles, je vois des choses très difficiles, mais ça n'empêche pas de vivre. Et peut-être que ça a amené d'autres éléments. Par exemple, Saint-Denis est une ville qui a un tissu associatif monstrueux, qui fait rêver beaucoup de villes, hein, beaucoup de lieux, parce qu'en effet, les gens ont l'habitude de faire ensemble. Que ce soit la peinture sur soie, moi je ne sais pas la faire, c'est dommage, mais toute activité, c'est un très grand lieu de solidarité. C'est toujours comme ça qu'on voit les choses, c'est ceux qui ont les moins de moyens qui sont encore les plus solidaires. Bah ouais, c'est une réalité. Alors on nous dit que Saint-Denis va changer, que déjà il y a des gens qui ont du fric, qui viennent sur Saint-Denis ou des choses dans ce genre-là. Non, quand on a du fric, on va en dire au moment aussi, on ne vient pas à Saint-Denis, il ne faut quand même pas non plus délirer complètement. Donc ça c'est juste l'environnement qui montre que peut-être on peut faire, même dans des lieux dits difficiles, quelque chose. Je sais pas comment il faut t'interrompre, si c'est. Mais de ce que je connais de Saint-Denis, finalement, c'est le côté huppé un peu avec le stade notamment. Il était question quand même que tout ce quartier-là, ça soit un quartier un peu, on va dire, bourgeois, entre guillemets, ou en tout cas porteur d'activité. Mais après, effectivement, dès que tu sors autour du stade, voilà ce qu'il peut y avoir vraiment à côté, tu vois le vrai Saint-Denis avec les rues, les commerces un peu les uns sur les autres. Ouais, moi je dirais que le vrai Saint-Denis c'est autour aussi du stade, largement. Il y a un changement de population, c'est une évidence. Mais je me souviens d'une discussion qui était plutôt amusante avec une copine qui se considérait comme supérieure à la moyenne sociale de la ville et qui s'était placée dans les bourgeoises, parce que c'était le fantasme, les bourgeoises en chapeau sont en train de nous envahir. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait, elle était instite, je lui ai demandé son salaire, puis on s'est arrêté de discuter. C'est tout, parce que là, il n'y a pas de discussion possible. C'est-à-dire quand tu es instite à Saint-Denis, tu n'es pas supérieur à quiconque. Tu es même plutôt en bas de l'échelle, hein, faut pas non plus l'oublier. Donc voilà, c'était pour dire que ça va bouger, ça prendra 100, 150 ans, 200 ans peut-être. Ça bougera, mais comme toutes les villes bougent et évoluent. Il n'y a pas de... Là, il va y avoir une espèce de cinéma autour des Jeux Olympiques ou des trucs dans le genre, et puis ça va retomber comme d'habitude. Donc on parle plutôt d'un phénomène de métropolisation. Voilà, c'est ça. Donc voilà, ça c'est pour l'environnement à peu près dans lequel on a monté nos structures.
Il faut savoir que depuis plusieurs années, avec Jean-Claude, on se balade. Jean-Claude, c'est la deuxième personne avec qui on a fait beaucoup ensemble. Ça fait 35 ans qu'on médite ensemble, c'est tout. Et on se balade, et le phénomène d'épicerie, puisque c'est de ça que je vais vous parler, il monte en puissance actuellement en France. Je peux dire en France parce qu'on s'est beaucoup baladé. Hein. Même en Bretagne, il ne faut pas croire. Hein. Même au fin fond de la Bretagne, on s'est baladé. Et il y a plein d'épiceries qui s'ouvrent. Alors après, il faut savoir comment nous, on se positionne par rapport à ce type d'épicerie, parce que on pourrait dire que chaque épicerie est un modèle différent. Parce que ce sont les personnes qui le font à leur sauce. Ce qui est quand même déjà intéressant sur « faites-le vous-même ». C'est-à-dire que c'est quand même, on est allé dans des petites épiceries il y a un mois et demi, au fin fond, en Bretagne, là. C'est juste au bord de la mer, après on ne pouvait plus y aller. Et bien, elles avaient une certaine forme. C'était super ce qu'ils faisaient. Il y en a une autre qui était à côté, un bled dont je me souviens, qui s'appelle Calac, qui était simplement une épicerie ignoble. Elle était juste ignoble. Mais c'est quand même les individus qui les ont fait. C'est ça qui est vraiment très très intéressant, c'est que c'est quand même fait par des individus par eux-mêmes. Ils n'ont pas attendu d'être contactés par Auchan ou des trucs dans ce genre-là, ils ont fait. Et ça, déjà en soi, c'est quelque chose d'important. Alors nous, comment ça s'est décidé? Alors nous, ça s'est décidé au bout d'un long, entre guillemets, travail. Il faut savoir que nous, on n'a jamais distingué sous cette forme-là le travail et le plaisir, parce qu'on l'a toujours fait d'abord par plaisir, essentiellement par plaisir. Et donc on a commencé une université populaire. Alors, je peux revenir aux sources. En gros, on a commencé en 2004. Donc ça commence à faire un bout de temps. On a eu une première association qui était autour des religions, etc. Après on a créé une université populaire. On a appelé la Dioniversité parce qu'on avait Saint-Denis. Et dans la Dioniversité, déjà il y avait les prémices de ce qu'on allait faire. C'est-à-dire qu'on a monté des cycles, mais tout le monde pouvait monter des cycles. Tous les gens qui participaient en tant qu'auditeurs à l'université pouvaient monter des cycles. Les cycles, c'était 4 conférences en un mois sur une thématique. On n'a déjà pas d'inscription, par exemple, aucune inscription. Il y a des horaires. Si possible, on rentre discrètement quand on est en retard. C'était une des conditions pour pouvoir participer. Mais donc pas d'inscription, pas de diplôme. Tous les modules, toutes les sessions étaient donc de 4, étaient indépendantes les unes des autres, et toutes les conférences à l'intérieur d'une même session étaient indépendantes les unes des autres. Ce qui veut dire qu'on participe comme on veut, à ce qui nous intéresse, et ce qui ne nous intéresse pas, on n'est pas obligé d'y aller. On a traité beaucoup de thèmes, on a eu plusieurs milliers de personnes, et les thèmes très ouverts. Nous, on était partis sur faire du militant plutôt très lourd, mais en fin de compte, ça s'est complètement ouvert. On a traité, je sais pas moi, de la bande dessinée, on a traité de la flûte baroque, hein, ça t'a dit quelque chose. Et puis bon, on a traité bien sûr de certains thèmes politiques, autour aussi de l'autogestion, du mouvement libertaire, bien entendu. On a eu plusieurs conférences. Alors à chaque fois qu'on faisait des conférences autour du mouvement libertaire, c'était 150 personnes dans la salle quand même. Hein. Alors parfois on faisait des conférences où la salle était vide parce qu'on n'avait pas pu accéder à la bourse du travail, parce qu'il s'était gelé et personne ne venait. Donc voilà, c'est pour dire que c'était quelque chose de très très ouvert. Et puis au bout d'un certain temps, on en a fait beaucoup, hein. Si vous êtes intéressé, vous allez sur le net et il y a un site qui s'appelle Dioniversité, qui est l'université populaire, et vous verrez, on donnait des documents. La seule chose qu'on proposait aux gens, c'était de s'inscrire sur une liste pour qu'on leur envoie un mail avec les programmes ou des choses dans ce genre-là. Ouais. Mais il n'y avait aucune autre obligation. Quelqu'un qui voulait supprimer la liste, c'était supprimer la liste, rien du tout. Ça s'est plutôt très très bien passé, c'était très apprécié. On a eu des cycles qu'on n'aurait jamais pensé avoir un jour, mais bon, c'était plutôt bien. Et puis à un moment, il y a un groupe de jeunes. Quand je dis des jeunes, c'est pas pour faire du jeunisme ou du vieillisme ou quoi que ce soit, c'est aussi une des raisons qui fait qu'il peut y avoir des clashs dans des groupes, parce que la différence d'âge, c'est aussi la différence de passé, d'habitude ou des choses dans ce genre-là. Et ce groupe, il avait 25-30 ans. Nous, on avait déjà, facile, même plus que ça. Je n'aurais pas vexé Didier, alors je ne vais pas dire. Mais bon, on était déjà bien avancé. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que ce groupe de jeunes qui étaient venus nous voir, eux, ils avaient l'habitude de continuer l'université populaire. À la fin de chaque séance, ils allaient soit McDo, soit pizza, soit machin. Et ils retravaillaient complètement ce qu'on avait fait. Alors ce qui était amusant, c'est que dedans, on avait des étudiants Saint-Denis, fac de Saint-Denis, qui étaient beaucoup plus avec nous qu'à la fac. Hein.
Ça, c'était clair. Hein. Je veux dire, à tel point qu'à un moment, on a même monté des cycles directement avec l'université qui sont venus faire dans nos locaux. Donc, vous voyez, on est arrivé à des choses assez... Et à la Bourse du Travail, ou des choses dans ce genre-là. Donc, il y avait ce petit groupe, ils étaient 8-10. J'aurais pu m'en apercevoir, parce qu'il y avait ma fille dedans, quand même. Mais bon, comme je ne contrôlais pas ce qu'elle faisait, ben, j'étais au courant de rien. Ils sont venus nous dire en disant, c'est bien, vous faites des choses bien, c'est super intéressant, les cours et tout. Il y a un problème, nous, on aimerait bien faire. Et cette histoire de faire, ça a été vraiment la rupture. Avec Jean-Claude, sur une rupture idéologique, nous, on a beaucoup fait au niveau de notre organisation. On a fait pas mal de choses, des salons du livre et tout. Mais on n'avait pas vraiment fait dans autre chose que de la militance traditionnelle de propagande, je veux dire. Et on s'est dit, ben, on va changer notre propagande. On ne va pas la faire comme ça. On va faire de la propagande par le fait. Bon, alors à chaque fois qu'on parle de propagande par le fait, tout le monde a automatiquement le couteau, la bombe et tout et tout. Mais nous, on fait de la propagande par le fait. Et on s'est dit, on va créer des structures, ou une structure déjà, où on va essayer d'y mettre toutes nos idées anarchistes, et bien entendu, voir comment on les peut mettre dans le concret, parce que parfois c'est un peu ça qui nous manque, hein, c'est qu'on sait parler, mais on sait beaucoup moins faire. Mais on va faire ça sans militants. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'occuper d'origine des gens, rien du tout, on va faire ça, ouvert à tout le monde, comme on avait fait l'université populaire. L'université populaire a très bien marché, elle a eu quand même un écueil, c'est que comme bons militants, bien formés, on était en train de se dire, comme ça la caissière et l'ouvrier ils vont venir à nos cours pour en faire des révolutionnaires, ça a été un échec total sur ce point-là, il ne faut pas rêver. Hein, je veux dire, les gens, quand ils sont abrutis par le boulot toute la journée, ils rentrent chez eux, ils n'en peuvent plus. Quoi. Je veux dire, et de là aller suivre des conférences et tout, c'est très dur. C'est très très dur, c'est une réalité. Quoi. Donc là, ce fut un échec, mais on n'avait pas ce consentiment-là de toute façon, puisque ce n'était pas notre but. Nous, on a dit qu'on faisait et qu'on voyait après. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas bloqué par l'idéologie. Donc on a créé une AMAP. Alors pourquoi une AMAP? Parce que c'était à la mode. On avait créé une université populaire parce que c'était à la mode. À partir du moment où il y a des gens qui font la propagande pour vous, ben laissez-les faire et mettez-vous dedans. Quoi. Ce qui veut dire qu'on les mettait à notre goût à nous. À tel point qu'on s'est réunis avec ce petit groupe plusieurs fois, 3 fois exactement, et on a essayé de créer quelque chose ensemble. Et là, en fin de compte, on s'apercevait que faire ensemble, c'est très dur. Et encore, ce n'était pas des militants politiques. Faire ensemble avec des militants politiques, c'est encore plus dur. Ils débutaient, donc on a eu de la chance. Et donc on a commencé à voir comment on allait structurer, parce qu'on partait d'un objet qu'on ne connaissait pas du tout. Hein. Faire des conférences, on connaît. Organiser des salons, on connaît. Organiser des tables de presse, on connaît. Créer une AMAP, on ne connaît pas du tout. Nous, on n'était pas partis pour bouffer des carottes et des navets, hein, franchement, parce que c'est un peu chiant hein, sur la longue. Pourtant, ça fait 12 ans que ça dure. C'est gentil, mais ça lasse. Hein. Le pire, c'est quand il y a des endives. Hein. Ça, c'est l'horreur. Et il y en a, et il y en a. Donc, on a essayé d'inventer la façon dont on pourrait fonctionner. Au bout de 12 ans, on s'est aperçu que ça fonctionnait pas mal. Et ça fonctionnait pas mal avec des gens qui changeaient. Il se trouve que Sagny est une ville de passage. Quand je dis de passage, les gens ils restent 5, 6, 7, 10 ans et ils vont ailleurs. C'est une ville de passage qui est une fac, une université, et on a aussi, quand je dis aussi, on a des étudiants qui sont inscrits dans nos structures, simplement parce que le végétarisme économique, ça existe, hein. C'est une réalité, hein. Et à Saint-Denis, ça existe. On a des copains qui sont en coloc, ils ont 25 ans, et ils prennent des paniers de légumes, parce que quand on fait une soupe, ça coûte pas cher, et on est plusieurs à manger dessus. Voilà. Donc, on essaye de créer cette AMAP, et on est, alors là, avec cette réunion, on s'est posé plein de questions, des trucs sympas. La première chose, comment on va l'appeler? Il y en a un qui dit circuit court. Alors, bien sûr, ça c'était quelqu'un de plutôt vieux, et un autre qui nous dit non, on va dire court-circuit, parce que court-circuit, ça fait de l'électricité, ça fait péter la grande distribution. C'était un étudiant en philosophie. Bon, tout ça, ça marchait, combien de légumes et tout, on avait un producteur de toute façon, ça marchait très bien, on avait tout. Et puis on s'est arrêté, et on s'est frité pas mal à un point très concret, l'association. Pourquoi? Parce que d'habitude, des gens qui veulent faire un objet ensemble, qu'est-ce qu'ils font? Ils se réunissent,
il monte une association, il demande des subventions à la mairie, et après il demande un local à la mairie, ligne directe. Vous avez une association sur deux qui le fait, c'est pas difficile. Et là, nous, justement, la différence d'âge et la différence de militance, ça fait qu'avec Jean-Claude, on n'était pas d'accord du tout. Alors Jean-Claude, il n'était pas d'accord, mais il était parti, donc c'est bien parce qu'il n'a pas eu de discussion. J'étais chargé de le faire, et donc là, on s'est buté parce qu'on s'est dit, nous, on ne voulait pas, parce qu'on est persuadé que le système associatif ne fait que reproduire que le système parlementaire. C'est-à-dire, dites, tenez, là, on est une dizaine, on en prend un au hasard, ou une au hasard, un deuxième, on dit, toi, tu es président, toi, tu es vice-président, toi, tu es trésorier, toi, tu es ceci. Au bout de 3-4 ans, ben, la personne sera vraiment présidente. Et elle aura un comportement de président. Ou de présidente, hein, c'est pas... On s'est aperçu que ça faisait ce genre de là. C'est-à-dire que ça crée des pouvoirs. Puis il y a un truc que je fais très souvent, je sors mes clés, et j'essaye de dire à quelqu'un ce que ça représente. Qu'est-ce que c'est qu'un trousseau de clés dans une association? Ben, le trousseau de clés dans une association, c'est un pouvoir immense. Je dis bien immense. Moi, je suis ici du monde associatif. Celui qui avait les clés du local, c'est celui qui avait le pouvoir. Il fallait lui demander. Donc, expliquer pourquoi, le justifier ou des choses dans ce genre-là. À Saint-Denis, donc, notre local de la MAP, qui est le local de la biodiversité, il y a des clés. Mais les clés, elles sont à disposition de tout le monde. À côté, il y a un calendrier où les gens notent, non pas l'utilisation, ce qu'ils vont faire demain, mais ils notent si c'est pris ou pas pris. On a fait, quand on a créé ce lieu, donc ce premier local, on a fait des clés, bien entendu. Comme il y avait 2 jours de livraison, on a fait 8 clés, je crois, pour que les gens puissent les rendre. On estime à 40, 50 les clés qui circulent. Parce que bon, c'est toujours comme ça. Mais ça n'a jamais été un cheval de bataille pour nous. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est que si jamais il y a des problèmes à l'intérieur de ce local, comment nous, on va être capable de gérer la liberté. Et on ne va pas la gérer au niveau théorique, on va la gérer au niveau pratique. On est dans un espace de liberté totale, et pourtant il y a un dysfonctionnement. Comment on fait? Comment on fait ce genre de choses? Et on ne va pas en écrire 50 pages. Je vous parlerai, puisqu'on a eu ce type de problème dans un autre lieu, comment on a essayé de résoudre. Il faut savoir que c'est toujours en mouvement en vérité. Donc voilà, on s'est heurté très très violemment sur la création d'une association, parce qu'après il y avait oui mais on va tirer les gens au hasard, bon, tout un tas de trucs. Et l'intelligence du groupe qu'il y a eu, c'était pas des anards, hein. C'était des étudiants, des jeunes, qui n'étaient pas... Alors ils étaient sensibilisés par l'université populaire, parce que ça faisait 2 ans qu'on faisait des choses ensemble, mais ils n'avaient pas de pratique militante, ni de pratique anarchiste du tout, quoi. Et on a réussi à faire quelque chose d'extraordinaire, c'est que ce problème de la map, on l'a pris, on l'a mis sur le côté, et on a continué. C'est-à-dire qu'on s'est dit, sur 95% des choses, on est d'accord ensemble. Et il y a ces 5% qui bloquent. Dans un groupe anard ou militant quelconque, c'est ces 5% qui seraient au milieu et qui foutraient le bordel. Nous, on a dit, on le dégage. On verra si on a besoin de quelque chose. Et ça nous a d'abord tous libérés, parce qu'en vérité, on avait envie de faire des choses ensemble. On était même partis en vacances ensemble, on avait fait des trucs. Et on ne voulait pas se fâcher pour ça, et on ne voulait pas ne pas faire. On voulait quand même faire ensemble. Donc on a mis ce problème sur le côté. Ça, c'est un élément qui est important. C'est qu'on n'est pas obligé de résoudre tous les problèmes immédiatement. On a le droit de ne pas avoir de solution à un problème. Et puis si le problème il se repose, on trouvera la solution. S'il ne se repose pas, ben, on s'était peut-être créé un problème qui n'existait pas. Et ça, je pense que c'est un fonctionnement qui est fondamental. Maintenant, on l'a beaucoup plus théorisé avec Jean-Claude, on appelle ça de l'expérimentation. Dans les structures, il y a un maximum d'expérimentation. Il n'y a pas des décisions formelles, il y a des gens qui expérimentent. Et tout le monde peut expérimenter. C'est ça qui est intéressant. On n'a pas besoin de passer par un bureau, rien du tout. Il n'y a pas d'association. Alors, vous me poserez sûrement la question un jour, y a-t-il une association? Je vous répondrai à ce moment-là. Donc, on a lancé la map. On a lancé la map avec quelques principes. Vous voyez, c'était pas grand-chose. Avec des horaires, on avait le panier. Maintenant, on a 7 ou 8 paniers différents, hebdomadaires, mensuels et tout. Ce qui veut dire que tous les 6 mois, il y a 3 fois 7 personnes, parce qu'on a 3 livraisons. On est plus de 250 de la map. Il y a 3 livraisons sur 3 jours. Donc, tous les 6 mois, il faut 3 fois 7 personnes pour gérer les contrats. Il n'y a pas de bureau qui gère les contrats.
les gens s'inscrivent, ils mettent le document dans un carton. Mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui classe les documents, qui prenne ceux qui concernent, qui établisse des listes, qui prenne les chèques, qui les envoie aux producteurs, qui se met d'accord sur les livraisons. Tout ce boulot-là, c'est pas une personne. Tous les 6 mois, 21 personnes s'auto-désignent. C'est énorme. Quand on nous demande, mais dans votre structure, est-ce que vous avez de la participation? Déjà, rien que sur 6 mois, 21 personnes. Mais avant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 10 personnes qui ont rédigé les contrats. Et puis, qu'est-ce qui se passe au quotidien quand il y a les livraisons? Il y a un cahier, les gens s'inscrivent ou ne s'inscrivent pas. Il n'y a pas de contrôle. Mais on regarde s'il y a 5 personnes pour réceptionner. Et il faut 5 personnes. Mais personne ne va contrôler qui s'est inscrit, qui ne s'est pas inscrit, qui est venu, qui n'est pas venu. De temps en temps, on lit une gueulante sur la liste en disant un peu juste cette fois-ci, on n'était que 2 pour la permanence, c'est vraiment trop juste. Ça gueule un peu. Mais là, c'est pareil. Il n'y a pas de contrôle. On n'a pas de liste en disant tiens, un tel est venu 3 fois, lui 2 fois, lui 1 fois. Pourquoi? Parce qu'on considère que c'est de la responsabilité individuelle dans un collectif. C'est-à-dire que tout le monde le sait, s'il n'y a plus personne un certain temps, ben, il n'y aura plus d'AMAP, c'est tout. On n'est pas obligé d'avoir que des éléments pérennes. Il y en a qui peuvent disparaître. Est-ce qu'il y a une obligation à bouffer des radis constamment? Non. Donc tout ça, c'est aussi quelque chose de particulier. Dans une AMAP dite traditionnelle, il y a un bureau et il y a une personne qui est responsable des permanences, qui va pointer, qui va téléphoner. Il y en a une qui s'est créée depuis l'autre côté de Saint-Denis, l'AMAP. C'est exactement ça. Toutes les semaines, il y a un responsable qui va téléphoner aux AMAPiens pour savoir qui fait et qui doit venir pour faire la permanence ou des choses dans ce genre-là. Nous, il n'y a pas ça. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de régler le problème entre l'individu et le collectif. Le collectif n'écrase pas l'individu, ça c'est fondamental, mais l'individu ne peut pas coincer le collectif. Il n'y a pas d'assemblée générale. Dans une assemblée générale, si vous avez fait un peu d'association, c'est bien, il y a plein de gens qui participent, et puis il y a les 2-3 qui ne foutent rien toute l'année, qui viennent s'opposer. Ou des gens qui viennent prendre des places, où ils ne feront rien. Nous, il n'y a pas de place et il n'y a pas d'opposition. La seule chose, c'est, si ça ne marche plus, ben, c'est qu'on doit arrêter, c'est tout. Ça fait 12 ans que ça dure, hein, quand même. On a vu du monde. Hein. Voilà. Donc ça, c'est pour les débuts de ce qu'on essayait de mettre en marche avec Jean-Claude sur individu collectif, collectif individu, et comment nous, libertaires, anarchistes, comme vous voulez, on est capable de créer d'abord la structure et faire que les gens vont venir. Alors c'est étonnant parce qu'au bout de 5-6 ans, on a demandé à un copain de venir faire une petite enquête. Non pas pour savoir qui était qui, mais c'était comment on pouvait avoir des apprentissages informels. Est-ce que les gens, en venant avec ce type de structure, ils avaient appris quelque chose sans avoir eu besoin d'écrire? Eh bien, l'idée anarchiste était largement passée. C'était un truc extraordinaire. D'abord, tout le monde disait on va à la map des anarchistes. Alors, ça fait con, hein, je sais, c'est pas une grande image. AMAP, anarchiste, bon d'accord. Ça fait 2 A, hein, pas le 3e. Mais voilà, n'empêche que les idées passent. Mais on est parti sans dogme. On est parti avec des principes. Et on est parti aussi sur un principe qui est évident. Si la structure ne convient pas à la personne qui vient, on n'est pas obligé de faire ensemble. Hein. C'est de la libre association, on n'est pas obligé de faire ensemble. Moi je me souviens d'une dame qui est venue et qui a crié en disant « J'y ai droit, moi j'habite à Saint-Denis ». On lui dit « Il n'y a pas de droit spécifique ici. Il y a un système de fonctionnement, il te convient ou il ne te convient pas. » Voilà, parce qu'elle voulait choisir ses produits, elle ne voulait pas que ça soit tel jour, elle ne voulait pas que ça soit... Oui, mais c'est comme ça la règle. Après, nous on peut t'aider à faire quelque chose à côté si tu veux, mais là c'est comme ça. Et puis on est arrivé aux épiceries. Là aussi, petite mode qui démarrait sur Paris, les épiceries. Alors elles portent tout un tas de noms parce qu'il y en a beaucoup en France. Alors c'est vrai qu'on est toujours sur l'alimentaire, mais c'est une des bases de la vie, il ne faut pas déconner. Il y a des choses qui sont importantes, dont l'alimentaire. On le voit bien quand il y a eu quand on a tous été en prison, là, les 67 millions de prisonniers chez eux, qui ne pouvaient même plus aller faire leurs courses ou à peine, on a bien vu que l'alimentaire, je ne sais pas si vous vous souvenez dans les débuts, les kilos de pâtes, de riz, de farine et de sucre dans les supermarchés, c'était catastrophique. Nous, c'était bien. Parce qu'on n'avait plus une habitude de... Donc
Donc l'alimentaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme point important? On n'a toujours pas d'association. Avec la MAP, on est à peu près 1000, ce qui est quand même pas trop ridicule, mais qui est totalement minable. Saint-Denis, c'est 110 000 habitants, on est 1000. 1000 familles, en gros, 1000 regroupements et tout, c'est pas beaucoup. Par contre, un des points qui était important aussi chez nous, c'était tout le monde a le droit d'avoir une alimentation de qualité. Pour avoir une alimentation de qualité, c'est simple, il ne faut pas qu'elle soit trop chère. Si l'alimentation de qualité est chère, ben personne ne peut en profiter. Donc, en effet, on est parti d'un principe, c'est que on ne ferait pas de marge sur les ventes. Il y aura zéro marge. C'est-à-dire qu'on revend au coût d'achat. Ça, c'est très très rare. Mais ça ne vient pas du fait d'un fait économique, ça vient simplement, on pense que si tout le monde peut en profiter, il ne faut pas que ça soit cher, c'est tout. On nous parle de solidarité, on nous parle d'un tas de choses, mais là, c'en est une réelle. Les produits doivent être de bonne qualité. On n'a jamais dit qu'ils devaient être bio. Hein. Bien que la majorité soit bio dans la boutique, on n'a jamais dit que la boutique ferait, là, parce il y en a 3 maintenant, ferait du bio. C'est pas vrai, ça. Par exemple, même si on prend la MAP, on a un de nos producteurs qui est à 15 km de chez nous, il n'est pas du tout labellisé bio, pourtant on va chez lui constamment, on est capable de voir s'il fait le con ou il ne fait pas le con. Les labels, ça a été fait soi-disant pour créer de la confiance. En vérité, ça ne crée pas du tout de la confiance, parce que c'est qu'un vaste mensonge. De l'argent fait un label, hein. C'est l'argent qui fait le label, pas la production. Hein. Donc, ces boutiques, au tout début, quand on les a créées, on a fait 3 commissions. Alors les commissions, on a toujours l'impression que, attention, on va glisser sur un système associatif avec des commissions qui vont travailler sur des thématiques ou des choses comme ça. Non, non, pas du tout. Dans cette structure, la globale, hein, on l'appelle la biodiversité en vérité, c'est l'éducation populaire, soit par la pratique, soit par la théorie. Comment dire, dans cette grande structure, tout le monde peut participer. Mais si on doit faire quelque chose, il y a un appel et participe qui veut. Quand on a voulu créer la première épicerie, le groupe qui avait lancé ça, parce que c'est un petit groupe, mais ce sont des groupes informels, hein, c'est pas une commission, c'est pas un bureau, c'est qui veut le faire, a lancé des réunions en disant, nous on a déterminé à peu près 3 axes de travail pour démarrer, qui sont devenus des commissions, qui se sont réunies 1 fois, 2 fois, 3 fois, et plus du tout depuis. Hein. Il y en avait une, c'était choisir les fournisseurs, comment on allait trouver de l'alimentaire, parce que c'est pas si évident de savoir, on peut commander des pâtes, du riz ou des choses dans le genre. Il y avait une autre commission qui était chargée de faire les étagères, de scier le bois, faire les étagères au mur. Et il y en avait une autre, c'était financier. Tout le monde s'est précipité sur choisir les fournisseurs, parce que c'était marrant, il y avait des catalogues, il y avait des listes, quoi. On buvait les bières, il fallait les goûter, faut pas déconner. Bon, il y avait ça. D'autres ont dit, oh non, moi je préfère scier le bois. Et ça scie le bois et ça fait des étagères. Toutes les épiceries ont des superbes étagères faites en bois manuellement, elles sont belles. Quoi. Puis il y en a quelques-uns qui se sont mis sur le financier. Moi j'en faisais partie. Financier, on n'était que 5, hein, parce qu'en général ça n'intéresse pas grand monde. Il faut être honnête. Hein. Et je comprends parce que c'est pas très intéressant. Moi j'aime bien, mais bon. Et on a sorti 2 choses qui sont des axes idéologiques en vérité. La première chose que l'on a sortie, c'était comment on allait avoir de l'argent pour acheter des produits et les mettre dans les rayons. En gros, le stock. Alors nous, on n'en a pas de stock. Alors, on a réfléchi, on a dit, pourquoi on ne fait pas comme la MAP? Les personnes déposent l'argent. Ceux qui veulent acheter les produits, ils achètent les produits. Ils étiquettent, ils les mettent dans les rayons. Et moi, quand je viens, je prends ces produits. Pourquoi? Parce que j'ai versé de l'argent. Et je déduis mon compte. Donc en fin de compte, pour démarrer une épicerie, on n'a pas besoin d'argent. On n'a pas besoin. Voilà. Parce qu'on s'est dit qu'on allait faire ça parce que s'il fallait attendre, le jour de l'inauguration, on serait rentré dans une boutique vide. Et nous, on ne voulait pas de boutique vide pour démarrer, ça faisait nul. Vous venez vous inscrire, oui, vous servez. Ben non, il n'y a rien. C'est un peu nul, quoi. Donc ça, c'est la première chose. On s'est dit, on va faire comme la MAP. On récupère de l'argent, mais attention, cet argent n'est pas donné à une
une association qui va gérer l'argent ou des trucs. Non, non. C'est simplement mis sur un compte pour que les gens qui achètent puissent prendre dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une commission qui va décider derrière. Il n'y a rien. Ça a plutôt bien marché. On a récupéré très vite 7-8 000 euros. C'était suffisant. À l'époque, on n'achetait pas de vin, on achetait des pâtes. Il y avait c'était un peu conflictuel, c'était gentil. Là qui disait, au lieu d'acheter des caisses de vin, acheter des pâtes, il y en aura plus dans les rayons. Ben oui, c'est vrai, c'est pas le même tarif, c'est tout. Bon, maintenant, ça va, on peut acheter de tout, c'est pas un problème, sauf que un des soucis de tous les acheteurs, je vous expliquerai après comment ça fonctionne, est aussi de faire du bon produit à prix abordable. Alors déjà, le fait de les vendre le prix d'achat, c'est 20 à 30% moins cher, de fait. C'est normal, c'est la part de l'épicier, il faut qu'il bouffe. Hein. Donc, on a fait cette chose-là. Première chose, apport d'argent avant, mais l'argent, ce ne sont pas des parts sociales, ce ne sont pas du capital, c'est rien du tout. C'est l'argent que je vais pouvoir dépenser pour moi. Donc, c'est cet argent que je mets là, c'est mes boîtes de sardines, mon kilo de farine, ma caisse de bière, ou je ne sais pas quoi, tout ce qu'on peut mettre dedans. Si on applique les codes financiers actuels, ça serait une trésorerie. Ouais, c'est ça, on peut l'appeler comme une trésorerie. Je veux bien. Nous, c'est une caisse de passage. Mais on retrouve les mêmes choses. Deuxième chose que l'on a fait, parce qu'il était évident que nous n'aurions pas de salariés, on pourra reparler justement du salarié, parce que vous avez une coopérative à côté de chez vous, la Braise... Ouais, Braisicole, qui est pas très très sympa, je trouve. On parlera s'il y en a qui connaissent un peu. Donc, on s'est dit, on ne va pas prendre de salariés, comment on va faire? Faut-il mettre une caisse? On pourra parler de l'informatique si vous voulez aussi. Faut-il mettre une caisse? Non, je ne vois pas pourquoi, moi je vais vérifier ce que tu achètes. Sinon je vais faire des remarques. Hein. Putain, la bière, tu doses un peu. Hein. Tu ne devrais pas prendre ça comme ça, il devrait prendre ça. Non, c'est quoi ça? Donc le principe était de dire que chaque, on l'appelle coopérateur là, on était parti de Biodiversitaire, c'était l'université populaire, à Mapien c'était la MAP, et maintenant en épicerie, les coopérateurs, puis peut-être demain. Mais des fois c'est les mêmes, hein, faut pas le croire. Hein. On peut dire 3 personnes, mais il n'y en a qu'une. Donc on a dit, on fait une fiche, la date, je dépose tant, la date, je dépense tant, j'achète des trucs, je le mets, et je fais mon solde. Une ligne par opération. Donc chaque Amapien a un compte. C'est juste un compte. Mais ce qui est un peu différent chez nous, et ce qu'on a du mal à faire beaucoup, alors là vraiment beaucoup, d'épiceries, c'est que le compte, il est géré par le coopérateur lui-même. C'est-à-dire, il rentre, il prend son compte, il fait ses courses, il décompte, et hop, il note. Et attention, il ne note pas les détails, on s'en fout des détails. C'est, il me restait tant, j'ai dépensé tant, il me reste tant, je redépose tant, il reste tant. Ça, c'est les deux choses qu'on a lancées dans cette commission, qui sont déjà des choses assez importantes. Sur la confiance, qui est un des principes de base, c'est tout. C'est pas discutable. C'est pas discutable. Et après, on verra tous les systèmes de solidarité qu'on peut avoir, ça c'est aussi énorme. Ensuite, donc les étagères, ils ont créé les étagères, il n'y a pas grand-chose à dire, ils ont créé des étagères en bois, chaque, elles sont belles, elles sont mignonnes. Ils ont déconné à des moments, mais c'est pas grave, hein, c'est la vie. Hein. Ils ont même fait des chaises et des tables, c'est pour dire, hein, ils étaient partis comme des bêtes à la scie. Et puis, il y a eu les gens qui étaient intéressés par les achats, on a appelé les acheteurs. Alors, il y a des grossistes, bien entendu, et puis il y a des petits. Et puis, c'était comment ça allait s'organiser, comment on allait organiser les achats. On avait déjà vu comment on organisait les dépenses, on prend en note. Et là, ils ont créé un élément qui, moi, à mon avis, est assez extraordinaire, c'est que tout membre de l'épicerie est acheteur de fait. Donc, comment ça se passe dans le concret? On fait des achats à peu près toutes les 3 semaines. Non, c'est pas à peu près, c'est vraiment les 3 semaines. Les personnes qui désirent acheter, ceux qui sont sur des grossistes, qui ont pris un peu l'habitude, ils font leur commande. Et ils envoient le montant à un trésorier. On verra le rôle du trésorier. Le trésorier, si on peut le voir tout de suite, le rôle du trésorier d'ailleurs, il dit oui j'ai de l'argent, non j'ai pas d'argent. C'est tout ce qu'il peut dire. Il ne peut pas juger du produit. D'ailleurs on ne lui annonce pas. Moi je passe du temps dans le nord de la France, et puis dans le nord de France il y a des choses qui sont très très bonnes. Je ne parle pas des endives, hein, mais il y a des choses qui sont vraiment très bonnes à ramener. Donc quand je suis là-bas et que je vais pas revenir, j'envoie un petit SMS ou je téléphone au trésorier, tiens j'ai besoin de 150 balles pour des produits.
Voici, oui ou non. Il me dit oui ou il me dit non, c'est tout, j'ai pas à discuter. Il me dit oui, j'achète les produits. Je les ramène. Alors bien sûr, il faut avoir une facture et tout, sinon on n'est pas remboursé, ce qui est normal. Je mets les étiquettes et je les mets en rayon. Voilà, c'est comme ça. Et tout le monde peut faire ça. Et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui le font. Donc il y a une espèce de fonds alimentaire qui est créé plutôt par les gens qui sont sur des grossistes,